Bonjour, nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande si la fin du cycle des hausses de taux des banques centrales est proche ou pas. D'ailleurs, c'est la question qu'on va se poser. Laurent Calvet, bonjour. Bonjour. Bon, on a ces turbulences du secteur bancaire. C'est la question que moi je me pose. Est-ce que ces turbulences vont pousser les banques centrales, évidemment, on pense à la Fed, on pense à la BCE, à lever un peu le pied, j'aime bien l'image, sur les resserrements monétaires, parce qu'on se dit, bah oui, tout ça n'est pas favorable à l'activité, ça peut assombrir un petit peu les perspectives économiques. Est-ce que ça va les faire dévier un peu leur trajectoire ou pas? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, c'est ce que semblent dire les marchés, parce qu'on a vu en termes de pricing des taux terminaux qui étaient encore début mars, qui étaient à quoi, 5,5 aux États-Unis. Voire 6%, certains voyaient la Fed monter jusqu'à 6% ces taux. Ça, c'était avant le stress bancaire. Ça, c'était juste avant le stress bancaire. On avait 4 hausses de taux d'intégrer dans les prix. Ouais. À peine une première coupe de taux d'ici la fin de l'année. Et là maintenant, quand on regarde, on a à peine une hausse de taux peut-être en mai, je crois que c'était 40%, je regardais ça hier, et une coupe de taux déjà en juillet, et 3 d'ici la fin de l'année. Bon, les marchés après aussi ont le droit de se tromper dans leur anticipation, je veux dire, c'est pas ce que nous dit la Fed, d'ailleurs, dans ses prévisions. Non, parce que d'un côté, en fait, je pense que la seule chose qu'on peut dire, c'est que la probabilité d'une erreur de politique monétaire a un peu grandi. C'est-à-dire que... Post-stress bancaire ? Ouais, parce que du coup, on a une inflation qui est toujours quand même assez haute sur la partie cœur, donc c'est-à-dire quand on enlève les prix volatiles de l'énergie. Parce qu'avec l'ensemble énergie, etc., matières premières, ça descend sensiblement, là, pour le coup, on a eu une vraie baisse. On a eu une vraie baisse, mais là, on a encore eu la nouvelle de l'OPEC là, qui allait couper sa production de plus d'1 million de barils par jour. Donc ça va avoir certainement mécaniquement un effet de hausse sur l'inflation. Mais sur l'inflation cœur, on est toujours à plus de 5%. Alors on a vu des chiffres d'activité manufacturière en début de semaine qui étaient quand même fortement en baisse. La dernière fois qu'on était sur ces niveaux-là, c'était en mai 2020, donc juste en plein dans le Covid. Des indicateurs du marché de l'emploi aussi qui ralentissent, mais une inflation qui est toujours là, à plus de 5%, donc très éloignée du 2% de la cible de la Banque centrale. Avec le stress bancaire qui est réel, lui, aux États-Unis, avec les banques régionales, on peut avoir donc... Oui, mais ce stress bancaire n'a pas vocation à soutenir l'inflation, bien au contraire. C'est non, plutôt déflationniste. Oui, mais à resserrer les conditions de financement, donc à impacter l'économie réelle. Donc la croissance. Oui, c'est intéressant. Laurent, ce qu'il faut expliquer, c'est que ce stress bancaire conduit de manière implicite à une hausse de taux de la Fed, puisque les banques régionales, notamment, plus en difficulté, seront amenées peut-être à être plus sélectives, et à moins prêter, ou en tout cas à prêter plus cher. C'est sûr que leur schéma de prêt, aujourd'hui, n'est plus du tout le même que celui qu'il était avant SVB. C'est d'ailleurs Jérôme Powell qui disait, s'il y a un crédit crunch, donc vraiment un resserrement, quasiment un arrêt, pas un arrêt, mais un resserrement très fort des prêts octroyés au niveau des banques régionales, ça équivaudrait à 100-150 points de base de hausse, donc à peu près 4 à 6 hausses de taux. Bon. Donc on se dit, ou pas, que les problèmes bancaires vont ou ne vont pas empêcher les banques centrales d'aller au bout du chemin, de terminer le job et de poursuivre leur resserrement monétaire. Si elles sont juste, regardez le niveau de l'inflation et qu'elles continuent à resserrer, alors que là on voit l'activité manufacturière qui baisse, les données de l'emploi qui commencent à piquer du nez aussi, le stress bancaire qui se transmet à l'économie réelle. Ça, c'est l'erreur de politique monétaire, ça. Et on arrive, et il y a toujours un décalage aussi entre le moment où on met toutes ces choses en place et toutes les hausses de taux qu'il y a eu, il y en a eu 9 jusque-là. Et si on continue, là on peut vraiment casser un peu la machine et tomber dans une récession assez violente. C'est d'où le terme d'erreur politique monétaire. Ouais, sachant qu'il reste, on traverse l'Atlantique, il reste plus de chemin à parcourir pour la BCE. En matière de hausse de taux, parce qu'elle est partie en retard. Oui, alors en termes de pricing, de ce qui est intégré dans les prix, il y a eu un reflux aussi au niveau de la Banque Centrale Européenne, mais qui n'est pas du tout, elle, confrontée dans la même mesure au stress bancaire. Là, pour l'instant, en Europe, ça reste que visuel, on va dire, parce que la santé des banques européennes,
est extrêmement solide et tout ce qui se passe aux États-Unis n'a rien à voir avec ce qui se passe en Europe. Donc là, pour l'instant, sur les coûts de funding, il n'y a pas de fuite de dépôt en Europe. Sur les coûts de funding, ça s'est très peu répercuté sur les seniors et les tiers 2. On a eu pas mal de défiance sur tout ce qu'on appelle les subordonnées financières, donc les AT1, à la suite de Crédit Suisse. Mais il n'y a pas eu de refinancement, on n'a pas intégré de nouveaux coûts supérieurs dans les structures bilancielles des banques. Donc pour dire ça en français, les banques européennes n'ont pas de problème de financement, même si le marché de la dette senior, subordonnée, un peu plus risquée que la dette classique, est un peu chamboulée quand même. Un petit peu, mais je veux dire, elles n'ont pas eu une augmentation de leur coût de funding. Coût de financement. Voilà, de financement, donc ça n'impacte pas encore aujourd'hui leur activité de prêt. Mais en Europe, on a d'autres problèmes au niveau de l'inflation. Alors heureusement, on a eu un hiver plus clément que ce qui était attendu. Ça devait sauver ça. Tout ce qui est énergie, ça a reflué aussi, mais bon, il y a toujours la guerre aussi en Ukraine. Et au niveau des prix, je crois qu'en mars, je regardais ça aussi, il y avait 6 hausses de taux en Europe, donc juste avant le stress bancaire, d'intégré dans les prix avec un taux terminal autour de 4%. Et là, aujourd'hui, hier, j'ai regardé, il n'y a plus que 2 hausses de taux et un taux terminal à 3,40. Et une première coupe de taux d'ici la fin de l'année. Donc il y a eu aussi quand même un changement de régime. Des attentes de marché, hein. Voilà, ça ne veut pas dire que la BCE va le faire. Hein. Non, mais ça prend, c'est pour vous donner une idée effectivement de la vision des investisseurs, des opérateurs. Ça veut dire qu'il y a quand même peut-être un décalage, en tout cas une incertitude sur les mouvements futurs de taux et donc de la volatilité à attendre sur les taux, même si on se dit qu'on est a priori, surtout aux États-Unis, un peu moins en Europe, ce sera bientôt la fin, encore une fois, du cycle de hausse de taux qui, en tout cas, s'en approche. Ça, c'est intéressant. La volatilité sur les taux, il y a un indice qui capture ça, qui s'appelle le MOVE Index. C'était, là, sur ces dernières semaines, il était au plus haut. La dernière fois qu'il était au plus haut récent, c'était Covid, et encore, on l'a largement dépassé. Et sinon, il faut regarder la crise de 2008-2009. Ouais. À part ça, dans l'histoire, il n'y a jamais eu plus de volatilité sur les taux, en tout cas américains. Donc effectivement, beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitudes. Ça, c'est la chose à retenir. Ok, après à retenir aussi, puis on va finir là-dessus, Laurent, pour ceux qui nous regardent, qui ne nous voient pas l'abri discuter, parce qu'on voit bien qu'on est dans l'incertitude, même si on essaie de dresser un petit peu et tracer un peu les voies possibles pour les prochains mois, comment on bénéficie, est-ce qu'on peut bénéficier de ce regain de tension sur les taux d'intérêt ? Alors, effectivement, c'est difficile de dire des choses très intelligentes sur ce qui est politique monétaire, parce que il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans l'incertitude. Ce qu'on peut dire, effectivement, sans enfoncer des portes ouvertes, c'est qu'il y a une volatilité de taux. Et donc, pour les placements, plutôt s'orienter pour s'affranchir de la volatilité, je trouve, en tout cas sur le crédit, un moyen d'investissement qui est intéressant, c'est les fonds datés. Puisqu'un fonds daté... Fonds obligataires datés, puisqu'on rentre à un certain niveau de taux. Ouais. Et finalement, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à la maturité du fonds. On porte toutes les obligations en portefeuille jusqu'à leur maturité. Voilà, et donc on s'affranchit un peu de la volatilité. Enfin, pour les gens qui ont aussi une capacité à tenir cette volatilité. On est sur 2-3 ans en même temps, je veux dire. Oui, il y a toutes les maturités, mais effectivement, là, ce qui est intéressant, si on va en réfléchir en entonnoir, on va commencer par le fonds daté. Donc l'idée est d'arriver à maturité sans défaut, donc peu importe la volatilité entre les deux. Après, on peut être sur une même maturité plutôt courte, parce que par construction, là, s'il y a erreur de politique monétaire, en tout cas il y a beaucoup aussi de littérature écrite sur une potentielle récession à venir. Et donc sur une maturité plutôt courte, on a une meilleure vision de la structure de liquidité, la capacité de remboursement des émetteurs sur une échéance courte plutôt que plus longue. Également, ça c'est un peu plus technique, mais les courbes de crédit sont assez plates, c'est-à-dire qu'on est autant rémunéré pour prêter à court terme qu'à long terme. Donc on s'enlève l'incertitude du long terme et on va prêter plutôt à court terme. Et enfin, quand on resserre encore une fois l'entonnoir, c'est sur le sous-jacent, on va dire que c'est peut-être la jouée plus sécu d'aller sur de l'investment grade, donc les entreprises de très bonne notation en comparaison avec le high yield, même s'il y a des opportunités à saisir sur le high yield, donc le haut rendement, les notations plus basses, puisque ce sont de très gros émetteurs qui ont
accès au marché, qui sont très bien connus des investisseurs et qui en plus offrent des rendements qu'ils n'offraient pas depuis 10 ans avec la remontée des taux. Donc vous êtes capable d'aller sur de très belles signatures et d'avoir des rendements autour de entre, je sais pas, 4 et 5, 6%. Ouais, quoi. Voilà. Donc là, en cela, ça constitue une opportunité. Ouais. Merci beaucoup. Explication signée Laurent Calvet, responsable des stratégies obligataires chez Tikehau Capital. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Valeur ajoutée revient dans quelques jours ici chez vous sur Boursorama.